Pour ceux qui s'amusaient à le titiller, il était un garçon manquant de confiance en soi. Pourtant, une révélation singulière le mue en un défenseur inébranlant. Néanmoins, les circonstances entourant Wang deviennent épineuses dès qu'un autre jeune individu, qui vouait un attachement sincère à Yao, prend connaissance de la conjoncture. Ceux qui l'entourent ne cessent de le déranger, et Wang, à la limite de l'exaspération, fait remarquer à Jun qu'un individu si peu honorable ne... La pensée que les autorités pourraient s'intéresser à lui si Wang venait à disparaître l'angoisse profondément, et il envoie sans tarder ses subordonnés pour le localiser. Il se souvient être tombé amoureux d'elle lors de cette première rencontre, mais maintenant il pense qu'il n'y a plus de place pour lui. Soudain, il remarque quelque chose de brillant sur le lit de la rivière et nage vers lui. Il trouve un petit cube lumineux, et alors qu'il le ramasse, le cube entre soudainement dans son corps, le téléportant avec lui-même. Wang panique, alors qu'il se sent projeté à travers l'espace et le temps, et lorsqu'il rouvre les yeux, il se retrouve dans une pièce aux murs transparents, en plein milieu de l'espace profond. Il panique, se demandant où il est, et une voix en lui répond, l'appelant maître. La voix lui dit qu'il a été téléporté grâce à un pouvoir spécial qu'il a découvert. Et avant que Wang ne puisse comprendre ce que cela signifie, il est à nouveau téléporté, cette fois dans le ciel au-dessus de la rivière où il venait de se trouver. Il panique, pensant qu'il va tomber, mais cela n'arrive pas, et il voit Jun et ses sbires toujours à sa recherche dans la rivière avant d'être à nouveau téléporté. Cette fois, il atterrit dans sa classe, et la voix du cube lui dit qu'il a été téléporté car il ne parvenait pas à contrôler son pouvoir. Alors que Wang panique, le cube l'avertit que quelqu'un s'approche de la pièce, et il se téléporte dans son appartement avant d'être découvert. Une fois que Wang a pris une douche relaxante, il reçoit un appel de Yao, qui est vraiment perturbée depuis qu'elle l'a vu tomber dans la rivière. Wang lui assure qu'il a nagé de l'autre côté de la rivière pour tromper Jun, et elle lui dit d'appeler les flics. Cependant, il lui dit qu'il se sent mieux de temps en temps, puis coupe brusquement l'appel, lui disant de se reposer. Il se laisse ensuite tomber sur le lit, pensant que Yao ne croira pas ce qui s'est passé aujourd'hui même s'il le lui dit. De toute façon, il ne veut pas qu'elle soit entraînée dans quelque chose de dangereux comme celui-ci, alors il décide de tout garder secret. Soudain, le cube lui parle à nouveau après avoir senti qu'il est enfin calme. Comme un idiot total, Wang continue de regarder autour de lui même si la voix vient de l'intérieur de lui, puis le cube l'attire à nouveau à l'intérieur de lui-même. Wang se retrouve dans l'étrange pièce de l'espace, où le cube lui dit qu'il est désormais le maître du cube Heradric, également appelé le système universel ultime qui fait de lui le guerrier ultime. Wang ne comprend rien de ce que dit le cube, mais il trouve cela intéressant. Il examine les murs de la pièce, puis demande au cube pourquoi il l'a aidé. Il se met soudainement à voler et le cube lui dit que cela l'aide simplement à réaliser son souhait et à devenir le roi du monde. Wang se retrouve soudainement au-dessus des nuages pendant un instant et la seconde suivante, il plane au-dessus de son toit. Il chie presque dans son pantalon en pensant qu'il va tomber, mais le cube l'aide à atterrir en toute sécurité. Cependant, comme il a utilisé trop d'énergie pour se téléporter aujourd'hui, le cube l'informe qu'il lui reste désormais 1 minute de récupération avant de pouvoir se téléporter à nouveau. Wang s'assoit et demande au cube comment il peut maîtriser ses capacités de téléportation et choisir l'endroit exact qu'il souhaite atteindre. Le cube lui parle de sa deuxième capacité spéciale qui lui permet de ressentir tout ce qui l'entoure, d'une manière que ses autres sens ne peuvent pas. Wang est submergé par cette nouvelle capacité, et juste après quelques secondes, il est complètement épuisé. Alors qu'il quitte son mode super sens, il se retrouve soudainement dans la salle spatiale où le cube lui dit qu'il se porte plutôt bien pour Anub. Wang est heureux d'entendre cela, mais il ressent ensuite une vive douleur au cœur et il tombe immédiatement inconscient en se serrant la poitrine. Le lendemain matin, il se réveille dans sa chambre avec le cube à côté de lui. Wang panique et demande au cube comment il est sorti, et il répond qu'il peut le faire dans des situations d'urgence pour arrêter de drainer l'énergie de son hôte. Wang trouve ça cool et décide d'en apprendre davantage sur le cube qui lui a donné des super pouvoirs en effectuant une recherche sur internet. Cependant, il ne trouve rien sur le cube Heradric ou sur le système ultime de l'univers, et même le cube ne peut pas répondre à ses questions. Alors que Wang soupire de ne rien trouver, il reçoit un SMS de Yao l'invitant à déjeuner. Il est ravi de le lire, mais ensuite il se souvient de Jun et de ses sbires. Wang jure qu'il ne les laissera plus le harceler, lui ou Yao, et demande au cube s'il existe un moyen pour lui de devenir plus fort afin qu'il ne s'évanouisse pas après avoir utilisé ses pouvoirs si rapidement. Le cube lui dit qu'il peut améliorer son niveau de puissance en absorbant l'énergie des minéraux et des pierres précieuses, débloquant ainsi encore plus de fonctionnalités du système. Wang est excité en entendant cela, mais comme c'est une garce fauchée, il demande au cube s'il peut utiliser les pierres ordinaires au bord de la route, car ce sont aussi des minéraux.
Le cube lui dit que même si toutes les pierres peuvent lui donner un peu d'énergie, s'il veut grandir rapidement, il doit lui donner des pierres précieuses spécifiques. Le cube commence à scanner son appartement et lui parle du cristal dans la vitrine et de la bague en diamant synthétique de sa mère, mais Wang l'arrête parce que ses parents les apprécient beaucoup. Cependant, le cube lui dit qu'ils n'ont pas d'énergie et, à leur place, il a trouvé une autre pierre précieuse dans le jardin en bas qui peut vraiment l'aider. Wang se prépare immédiatement à extraire la pierre précieuse et se téléporte à l'extérieur. Il demande à nouveau au cube pourquoi il l'aide et le cube répond qu'il réalisera son souhait de devenir le roi du monde. Wang répond qu'il n'a pas de tel désir et qu'il veut juste assurer la sécurité de Yao. Le cube lui dit que le monde n'est pas aussi simple qu'il le pense et qu'il doit devenir invincible pour protéger sa fille. Mais ensuite Wang lui dit d'arrêter ses conneries et de lui dire simplement l'emplacement de la pierre précieuse. Le cube lui dit d'utiliser son super sens, et grâce à lui, Wang est capable de localiser la gemme près d'un arbre. Il le déterre bientôt et le cube lui dit de retourner dans la salle spatiale, qui est sa vraie forme, et de l'y nourrir. Wang se téléporte immédiatement dans la salle spatiale, insère la gemme dans le mur, puis soudain, l'énergie commence à être libérée des murs. Wang sent l'énergie monter à l'intérieur de son corps, et le cube lui dit que parce qu'il a utilisé une pierre précieuse de bas niveau, sa force a augmenté de 2 points et son endurance d'1 point. Le cube dit que si Wang peut utiliser de meilleures pierres précieuses, il peut devenir encore plus fort. Le lendemain, Wang se réveille fatigué après toute l'excitation provoquée par la montée de niveau d'hier. Il se rend compte qu'il est en retard en classe et s'enfuit. Là, il découvre que Yao est furieuse contre lui pour lui avoir raccroché brusquement plus tôt. Les amis de Wang leur disent de prendre déjà une chambre, mais à ce moment-là, John et son crétin font irruption dans la salle de classe. Yao est terrifié maintenant, mais Wang lui assure qu'il s'occupera de tout. Sa façon de tout gérer se cache derrière ses livres, en espérant que John et ses sbires ne le trouveront pas. Il demande toujours au cube s'il peut les gérer si les choses tournent mal, et le cube lui assure que John et ses laquais ont un niveau de puissance de seulement 5, alors que son niveau de puissance est de 22. Pendant ce temps, John commence à chercher Wang quand il ne répond pas. Mais ensuite, Yao se lève soudainement, lui disant de les laisser tranquilles. Jun agit comme s'il n'était pas le méchant et lui dit d'arrêter de couvrir Wang parce que c'est un perdant qui a besoin d'une femme pour le protéger. Yao lui dit de garder le nom de son homme hors de sa putain de bouche, mais Wang se lève soudainement, lui disant que Jun avait raison et qu'il devrait se défendre. Il dit à Jun de se perdre, mais le gangster attrape son collier pour déclencher une bagarre. Cependant, Wang le domine facilement, lui disant qu'il ne sera pas blessé s'il se retire maintenant. John est surpris par la forte emprise de Wang quand soudain, le professeur arrive dans la salle de conférence et dit à tout le monde de regagner leur place. John dit à Wang de venir au terrain de basket universitaire le soir s'il ne veut vraiment pas impliquer Yao dans leur combat. Wang prend cela comme un défi et arrive sur le terrain de basket à l'heure convenue, pour découvrir que Jun a beaucoup plus de monde avec lui aujourd'hui. Le cube scanne le terrain et découvre que Wang a 20% de chance de gagner et il panique parce qu'il pensait que le chiffre serait plus élevé que cela. Jun ordonne à ses hommes de fermer les portes, puis dit à Wang qu'il lui pardonnera s'il s'excuse pour hier, puis promet de ne plus jamais revoir Yao. Wang se contente de se moquer, disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un gangster renommé soit si lâche qu'il aurait besoin de toute une équipe de football pour combattre un seul gars. Jong est énervé parce que Wang joue à des jeux d'esprit. Mais il sait aussi que s'il recule, il perdra le respect que ses laquais ont pour lui. Heureusement, le meilleur bagarreur de son gang intervient pour donner à Wang le tête, à tête qu'il veut. Wang interroge le cube sur ses statistiques et découvre que son niveau de puissance est de 10. Wang pense que ce sera facile, mais il décide quand même d'être prudent dans sa prise de position. Le chauve ramasse un ballon de basket et le lance sur Wang de toutes ses forces, puis lance immédiatement une rafale de coups de poing. Cependant, Wang esquive tout, et Baldi est vite épuisé. Il continue de foncer tandis que ses amis l'encouragent. Mais ensuite Wang attrape sa jambe et l'assomme d'un solide coup à la mâchoire. Après que Wang l'ait jeté, il se tourne vers Jun et le reste de son gang, qui nie toujours la défaite de leur meilleur bagarreur. Wang dit à Jun que c'est maintenant à son tour de se battre. Mais Jun se met à rire en disant qu'il n'est pas un idiot qui le combattra seul. Wang se rend compte qu'il doit désormais affronter tout le monde en même temps, mais le système lui dit que ses chances de victoire sont passées à 30% après avoir vaincu Baldi. Alors que les sbires de Jun commencent à se rapprocher de Wang, il se rend compte qu'il ne peut survivre qu'en se battant comme un diable. Les crétins l'attaquent de tous côtés, mais il continue d'esquiver et de riposter jusqu'à ce que l'un d'eux l'attaque par derrière. Wang parvient à esquiver la première attaque grâce à l'avertissement du cube, mais ensuite un autre gars lui donne un coup de pied dans le dos, lui faisant perdre l'équilibre. Cela rend Wang vraiment furieux,
et il court vers le gars qui lui a tendu une embuscade, le frappant avec un Ender 3000 de la future génération et l'envoyant voler. Jun se rend compte que cela va être plus gênant qu'il ne le pensait et il ordonne à ses hommes d'attaquer à nouveau. Cette fois, Wang utilise ses compétences athlétiques supérieures pour mettre une certaine distance entre les attaquants et lui-même, puis commence à les cibler un par un. Cependant, comme il est un novice en matière de combat, il se retrouve à nouveau pris sans surveillance et subit un sérieux coup de poing. Les gangsters continuent de l'attaquer de tous côtés, mais Wang ronge leur cou comme un tchad et les renverse d'un seul coup chacun. Il attrape ensuite un gars par la jambe et commence à le faire balancer avant de le jeter directement sur Jun, lui cognant le nez. Au moment où Jun se relève après l'impact, Wang a fini tous ses laquais. Et maintenant, le gangster est sur le point de pisser dans son pantalon. Cependant, Wang est également à sa limite maintenant, mais malgré le cube l'en avertissant, il continue de marcher vers Jun pour terminer les choses. Jun lui crie de le laisser tranquille quand soudain, les lumières s'allument et un autre gang arrive là, basse. Il commence à applaudir sarcastiquement Jun et sa bande, disant qu'ils se sont ligués contre un gars et qu'ils leur ont quand même mis la main. Jun se lève et demande au chef de gang rival Huan ce qu'il fait ici, et il répond qu'il est juste venu ici pour se moquer de lui. Ayun commence à insulter Jun, le traitant de recrue qui ne mérite même pas de faire partie d'un gang, encore moins d'en diriger un. Soudain, Wang intervient dans leur conversation, disant à Hyun de se perdre parce qu'il a des affaires en suspens avec Jun. Il se rend vite compte qu'il n'aurait pas dû le faire parce que Huan est offensé par sa déclaration. Il envoie ses sbires donner une leçon à Wang et le cube lui dit qu'il n'a aucun moyen de gagner ce combat, alors il ferait mieux de courir. Wang suit le conseil et commence à s'enfuir, mais uniquement pour exécuter la prochaine étape de son plan. Une fois qu'il atteint la zone d'ombre, il utilise son pouvoir pour se téléporter juste à côté du tableau électrique, tuant les lumières. Les gangsters sont surpris par l'extinction soudaine des lumières, puis Wang se téléporte soudainement derrière Huan. Il ne lui donne même pas la chance de comprendre ce qui se passe lorsqu'il le frappe au sol, puis attaque ses laquais, qui ne sont pas encore complètement adaptés à l'obscurité. Un membre du gang va allumer les lumières, mais au moment où il le fait, il est trop tard, car Wang a déjà terminé Huan 2. Jun a moins peur maintenant, mais avant que Wang ne puisse venir le chercher, les autorités du collège frappent à la porte parce qu'elles n'ont pas obtenu l'autorisation d'utiliser le terrain de basket. Yao est également avec eux car elle est certaine que Wang est à l'intérieur et qu'il se fait applaudir par les gangsters. À l'intérieur, Wang trouve Jun essayant de s'enfuir, alors il se téléporte devant lui. Jun commence à se cogner la tête contre le sol en s'excusant de s'être battu avec lui, et Wang voit une chance de tout régler en l'utilisant comme bouc émissaire. Bientôt, les autorités du collège brisent la serrure et entrent dans le hall pour trouver Jun, faisant semblant de battre Wang dans le cadre de son plan. Il assume l'entière responsabilité d'avoir utilisé le terrain de basket pour se battre avec le gang de Huan et dit que Wang n'était qu'un passant innocent pris entre deux feux. Le collège punit Jun et il promet également à Wang de ne plus jamais le harceler, ni lui ni Yao. En dehors de cela, Wang apprend également les limites de son pouvoir et décide de devenir encore plus fort en absorbant plus de pierres précieuses. Cependant, il ne parvient pas à les trouver si facilement, et à la fin, il part en voyage dans les montagnes près de chez lui, dans l'espoir d'y trouver quelque chose. Mais il découvre que les pierres précieuses qu'il veut se trouvent soit à l'intérieur d'énormes rochers au milieu du lac, soit à 15 mètres sous terre. Il abandonne après avoir échoué à trouver quoi que ce soit rapidement, mais le cube lui parle alors d'une zone creuse sous terre avec une pierre précieuse cachée là-bas. Wang sent la pierre précieuse et essaie de se téléporter à côté d'elle, mais cela ne fonctionne pas car il en est assez loin. Il décide donc de chercher un moyen d'atteindre la zone creuse et essaye ensuite d'aller chercher la gemme à partir de là. Il trouve rapidement l'entrée de la zone creuse et se téléporte à l'intérieur, mais il n'y a rien. Heureusement, il sent un vent traverser la grotte scellée et il se rend compte qu'il y a une autre grotte à côté. Wang trouve l'emplacement de la deuxième grotte en trouvant la source de vent et s'y téléporte. Trouvant un groupe de puissantes pierres précieuses naturelles, il est ravi de les voir et commence à planifier d'apporter ses outils avec lui pour les extraire, ignorant totalement qu'un serpent monstrueux se trouve juste derrière lui. Le serpent ouvre silencieusement ses mâchoires pour avaler Wang en entier. Mais heureusement, Wang se téléporte au moment précis, évitant ainsi une mort certaine. Le serpent confus le suit, essayant de l'avaler à nouveau, mais Wang se téléporte près des pierres précieuses et commence à les récolter. Il laisse tomber une pierre précieuse dans l'eau en contrebas et décide de trouver son emplacement avec son super sens avant de sauter pour la localiser. Ce n'est que lorsqu'il utilise son super sens qu'il repère le serpent géant à côté de lui. Wang panique et commence à reculer lorsque le serpent s'approche de lui, puis tombe sur le bord en l'attaquant. Il parvient à esquiver l'attaque du serpent grâce à sa corde de sécurité, et le serpent tombe dans l'eau en contrebas. Wang est soulagé,
mais sa corde de sécurité se brise et il tombe également à l'eau. Le serpent essaie à nouveau de le manger, et même si Wang utilise sa pelle comme arme pour riposter, il ne peut éviter de se faire étrangler par le monstre géant. Il essaye de se téléporter, mais le cube lui dit que pour le moment, il emportera le serpent avec lui, peu importe où il se téléporte, et qu'il ne peut pas le transporter dans la salle spatiale car cela dépasse ses capacités pour le moment. Wang attaque le serpent avec sa pelle pour le blesser gravement et se geler, se téléportant rapidement dans la salle spatiale. Il demande alors au cube d'absorber immédiatement toutes les pierres précieuses qu'il a collectées, mais le cube l'informe qu'il peut maintenant synthétiser les pierres précieuses. Il explique que, comme dans la plupart des jeux mobiles, Wang peut combiner 3 pierres précieuses de bas rang pour créer une pierre précieuse de rang supérieur qui peut lui donner plus de statistiques et même des capacités bonus. Wang dit immédiatement au cube de tous les synthétiser, mais il est très choqué et déçu lorsqu'il apprend qu'il faudra plus de 5 jours pour le faire. Le cube lui recommande de fusionner 9 des pierres précieuses et d'utiliser directement les 2 autres, et Wang pense que cela le rendra suffisamment fort pour vaincre le serpent. Il accepte le marché, absorbant les 2 pierres et augmentant considérablement ses statistiques. Il se téléporte dans la grotte, prêt à affronter le serpent avec ses nouveaux pouvoirs. Grâce à sa vitesse améliorée, Wang parvient à tuer le serpent géant en quelques coups seulement, ce qui est vraiment décevant pour lui. Mais il s'en remet rapidement et commence à chercher la pierre précieuse qu'il a laissée tomber dans la rivière. Il le trouve bientôt et se rend compte que même s'il est au même niveau que le reste des pierres précieuses, il semble beaucoup plus beau, et il décide de l'utiliser pour autre chose. D'un autre côté, Jun et Huan boivent ensemble après leur défaite face à Wang. Tous deux veulent se venger, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner contre Wang, même s'ils combinent leurs forces. Cependant, Huan a une idée et il dit à Jun qu'ils vont contacter quelqu'un de beaucoup plus fort qu'eux pour obtenir de l'aide. Il prend le nom d'un gangster chevronné nommé Lao, et Jun panique parce qu'il ne pense pas que Lao les aiderait. Cependant, Huan révèle que Lao a dû quitter le pays plus tôt à cause d'un homme influent lié à Yao, et s'ils jouent bien leurs cartes, ils peuvent l'amener à en finir avec Wang pour de bon. Ignorant cela, Wang emmène Yao à leur premier rendez-vous après avoir noué une relation. Il lui dit qu'il ne veut pas qu'elle soit harcelée et qu'il la protégera, et Yao lui dit qu'elle lui fait confiance. Le cube dit à Wang que cela ment, mais cela ne le dérange pas car il lui cache également son secret. Il profite de leur rendez-vous et s'assoit ensuite dans un café, où Yao essaie de jouer à un jeu de devinette avec Wang pour ensuite perdre tous ses bonbons. Elle pense que quelque chose a changé et demande ce qu'il cache. Alors Wang lui donne la pierre précieuse raffinée qu'il a trouvée dans la rivière et lui fait oublier tout le reste. Le lendemain, alors que Wang attend Yao pour qu'ils puissent aller à l'université ensemble, elle ne répond pas à ses appels. Il l'attend patiemment. Mais lorsqu'il entend des inconnus parler d'un incident survenu dans un complexe d'appartements voisins, il reconnaît que Yao habite au même endroit. Il a peur pour elle et court immédiatement vers son appartement, espérant qu'elle va toujours bien. Il y trouve une foule immense qui regarde la police barricader la zone. Wang aperçoit la mère de Yao, qui s'est effondrée émotionnellement lorsqu'elle dit aux policiers que lorsqu'elle est rentrée du travail, elle a trouvé son appartement saccagé et Yao avait disparu. Il y avait une seule poupée tachée de sang suspendue près du toit en guise de menace, et la femme craignait que sa fille ne soit en danger. Wang est dévasté en apprenant cela, et alors qu'il se demande qui pourrait être derrière cela, il voit un Jun nerveux essayer de s'éloigner de la foule. Il le suit immédiatement et Jun panique en le voyant. Wang lui demande s'il sait quelque chose sur la disparition de Yao, puis frappe le mur avec son coude et le brise pour montrer à Jun qu'il est sérieux. Jun, terrifié, se replie immédiatement et décide de révéler tout ce qu'il sait à Wang. Pendant ce temps, Yao se trouve dans la cachette secrète du gangster nommé Lo, qui s'entraîne actuellement à ses swings de golf. Cependant, il utilise la bouche de Huan pour tenir la balle de golf en guise de punition pour avoir tenté de l'utiliser. Après avoir terminé son entraînement et blessé gravement Wen, Lo se tourne vers Yao ligoté et bâillonné, lui disant que puisqu'elle a vu ce qui se passe quand il est en colère, elle devrait coopérer avec lui. Il lui montre ensuite la photo d'un homme nommé Jin et lui demande quelle est sa relation avec lui. Yao dit qu'elle ne sait rien du gars et Lo pense qu'elle ment parce qu'avant, Jin s'était opposé à toute une organisation pour la protéger. Il se met en colère lorsque Yao continue d'insister sur le fait qu'elle ne connaît pas l'homme et est sur le point de la frapper lorsque son majordome lui dit d'arrêter. Le majordome dit que Yao ne sait peu être pas pour Jin, mais Jin la connaît et s'il tient vraiment à elle, il aurait dû se présenter pour la sauver maintenant. Lo répond que Jin va bientôt apparaître et qu'il a embauché de nombreux puissants maîtres d'arts martiaux pour le vaincre. Cependant, le majordome lui rappelle qu'ils ne savent même pas à quel point Jin est réellement puissant et que les maîtres ne pourront peu être pas le vaincre.
Il ajoute que même s'ils ne peuvent rien faire contre Jin, ils peuvent utiliser Yao comme otage pour le faire se rendre, mais cela ne fonctionne que si elle est vivante et en bonne santé. Si elle meurt, Jin explosera de rage et de chagrin et personne ne pourra alors l'empêcher de se venger. Le majordome dit à Lao qu'il devrait épargner Yao pour le moment, et il est d'accord avec les conseils du vieil homme sage. Il quitte la pièce et le majordome colle la bouche de Yao, lui disant de devenir plus coopérative car il ne pourra pas arrêter Lao la prochaine fois et ce ne serait bon pour aucun d'entre eux. De l'autre côté, Jun continue de raconter à Wang des histoires sur l'eau qui appartenaient à l'une des familles les plus importantes du pays. No one dared mess with him. Mais un jour, il a rencontré son égal en la personne de Jin qui lui a coupé 2 doigts et l'a humilié devant tout le monde. Au début, la famille de Lao a déployé ses ressources pour retrouver Jin et se venger. Mais ne parvenant pas à le retrouver, ils abandonnèrent Lao, qui jura de se venger à tout prix. Le même homme nommé Jin avait déjà déjoué une tentative d'enlèvement visant Yao alors qu'elle était au lycée, et Huan a utilisé ses connaissances pour essayer de tromper Lao pour qu'il fasse ce qu'il voulait. Le plan initial était d'amener Lao à attaquer Wang, mais il était trop vif et s'en est rendu compte. Jun dit qu'il savait que traiter avec Lao était dangereux, alors il a arrêté avant que quoi que ce soit n'arrive, et aussi parce qu'il ne voulait pas que quelque chose de mal arrive à Yao. Il est certain que Huan a déjà été puni et dit à Wang qu'ils ne peuvent rien faire contre quelqu'un comme Lao. Wang appelle cela tout un tas de taureaux et décide de sauver Yao par lui-même. Jun panique et lui demande s'il n'a pas entendu ce qu'il vient de dire. Wang lui dit qu'il ne peut avoir peur de personne parce qu'il a promis à Yao qu'il la protégerait. Il accepte que Jun ait expié ses péchés passés en lui donnant toutes les informations sur l'eau et lui demande d'appeler les flics pour s'occuper des formalités une fois la mission de sauvetage terminée. Wang atteint bientôt le bâtiment où est détenu Yao, suivant le signal énergétique de la pierre précieuse qu'il lui a donnée. À l'intérieur du bâtiment, Lo demande à son majordome s'il pense vraiment qu'ils ne pourront pas vaincre Jin, même avec autant de maîtres martiaux puissants. Le majordome n'est pas sûr de la victoire, mais il est convaincu que Jin ne quittera pas les lieux indemnes. Soudain, l'un des maîtres martiaux se moque du vieil homme, disant qu'il n'est pas là pour faire du mal à Jin, mais pour le tuer parce qu'il a un vieux compte à régler avec lui. Lo sourit devant l'arrogance de l'homme, car c'est exactement ce dont il a besoin pour lutter contre son plus grand ennemi. Pendant ce temps, Wang entre dans le bâtiment et le cube l'avertit immédiatement que des ennemis très puissants y sont stationnés. Wang peut également les sentir et demande au cube l'état des pierres précieuses en cours de synthèse. Le cube répond que la synthèse est presque terminée et qu'ils seront prêts à être absorbés dans 30 minutes. Fort de cette connaissance pour le rassurer, Wang entre dans le bâtiment. Mais certains des mercenaires engagés par Lao le repèrent et décident de l'abattre avant l'arrivée de Jin. Wang monte les escaliers et trouve une porte verrouillée qui lui bloque le passage. Il commence à s'échauffer pour casser la serrure quand soudain, un énorme homme s'approche de lui et lui dit qu'il ne devrait pas s'embêter à essayer car la serrure est dotée d'un sort de protection spéciale. Le cube analyse rapidement la force de l'homme et indique à Wang que son niveau de puissance est de 52 alors que son propre niveau de puissance est de 50. Wang se rend compte qu'il ne pourra pas gagner contre un combattant plus puissant et plus expérimenté, mais il agit toujours comme s'il ne le savait pas. Il demande à l'homme de lui donner la clé parce que sa petite amie est à l'étage, et le frère du gymnase se contente de rire, lui disant de ne pas se précipiter. Il dit qu'il a pour ordre de tuer quiconque tenterait de monter à l'étage. Mais lorsque Wang continue de répéter ses lignes comme un perroquet, il lui dit de le suivre. Pendant ce temps, au dernier étage, Yao est assis, tendu, dans une pièce sombre. Lo entre dans la pièce avec un sourire menaçant sur le visage et lui dit qu'elle doit s'ennuyer seule. Il lui a donc organisé une émission télévisée spéciale. Il allume la télévision, qui montre un clip en direct de Wang face au frère du gymnase. Et Yao panique, craignant que son petit ami ne se fasse tuer avant elle. En bas, le frère du gymnase dit à Wang qu'ils ont suffisamment d'espace pour se déplacer maintenant et lui demande de montrer ce qu'il a. Il commence le combat en lançant un lent coup de poing à Wang, qui saute hors de son chemin et lui donne un coup de pied au visage. Wang décide de ne pas utiliser la téléportation sitôt car il en aura besoin plus tard. Il continue de bloquer les attaques de Jimbro tout en essayant de le frapper, mais le gars lui attrape le bras et le projette au sol. Wang évite de se faire piétiner, mais le frère du gymnase lui lance une autre série d'attaques impitoyables. Il fait l'éloge de Wang, disant qu'il est fort même s'il n'est qu'un amateur, puis lui inflige un solide coup au ventre, disant qu'il ne peut toujours pas gagner contre un combattant chevronné de l'arène souterraine. Wang se rend compte qu'il doit utiliser davantage son cerveau que ses poings pour gagner, et il élabore rapidement un plan. Alors que le bagarreur le charge, il bloque ses attaques, puis utilise son élan contre lui pour lui donner un coup de pied puissant. Wang se met alors à le narguer, et le frère Jim le charge avec colère, brisant le béton avec ses puissants coups de poing.
Il dit à Wang qu'il frappe comme un, mais Wang dit soudainement « Parez ça, salle occasionnelle », alors qu'il invoque un marteau hors de sa salle spatiale et frappe Jimbro à la tête avec. Le grand type est assommé d'un seul coup, laissant tomber la clé du portail. Wang est fier de son sale petit tour, et il utilise la clé pour passer la porte. Il court à l'étage pour atteindre Yao rapidement, mais le cube l'avertit d'une attaque imminente. Grâce à cela, Wang évite un couteau qui lui est lancé, mais ensuite un homme apparaît derrière lui et le renverse. Wang s'accroche d'une manière ou d'une autre aux escaliers, et le lanceur de couteau vient là pour lui dire qu'il est vraiment faible, et que quelqu'un comme lui n'aurait pas pu vaincre son boxeur au premier étage. Il pointe son couteau sur Wang, mais voit ensuite un certain potentiel en lui. Alors il décide de ne pas le tuer immédiatement. Il lui dit de le retrouver à l'étage et part, et Wang le poursuit avec colère. Cependant, l'homme n'est plus là et le cube informe Wang que son niveau de puissance était de 75. Wang panique parce que le punk ne semble même pas si fort, et il le poursuit, jurant qu'il l'abattra. Il arrive dans une autre pièce vide où l'assassin l'attend. Il continue de surveiller Wang attentivement, puis lance soudainement une attaque surprise. Wang l'esquive d'une manière ou d'une autre, mais l'assassin continue de le repousser avec ses attaques rapides au couteau. Soudain, il jette son couteau sur Wang et le rate, mais il utilise ensuite ses capacités surnaturelles pour rappeler le couteau vers lui. Wang l'esquive également et lui donne quelques coups de pied, surprenant l'assassin. Wang bâille, prétendant qu'il n'est même pas un adversaire intéressant, ce qui énerve l'assassin. Il disparaît soudainement de la pièce, se cachant à nouveau dans l'ombre. Il est certain que Wang ne peut pas le battre, car depuis qu'il est jeune, il a été formé pour devenir un assassin dans des conditions sombres et dangereuses. Grâce à cela, il s'est littéralement transformé en chauve-souris et peut localiser sa cible simplement grâce à son son. Il pense que Wang ne peut rien faire s'il ne le voit pas venir, ignorant qu'il a aussi une super sensibilité. L'assassin se faufile derrière lui pour l'attaquer, seulement pour se faire gifler, parce que Wang l'a totalement vu venir. Frustré par cela, il décide d'utiliser sa vitesse à son avantage, mais ce n'est pas difficile à lire pour Wang, et il invoque une batte de baseball pour frapper les deux balles de l'assassin à la fois, le battant. Wang atteint ensuite l'étage suivant, où il trouve un vieil homme qui l'attend. Le vieil homme commence une cinématique non désactivable félicitant Wang d'être arrivé jusqu'ici. Mais Wang n'attend pas qu'il ait fini et lui lance la batte de toutes ses forces. Cependant, le vieil homme bloque la batte, il le tire pour un coup, puis le jette au sol. Mais voyant que Wang est toujours conscient, le vieil homme décide de passer au niveau supérieur. À ce moment-là, le cube indique à Wang qu'il ne reste qu'une minute pour que la synthèse des pierres précieuses soit terminée, et Wang est convaincu qu'il peut tenir une minute. Soudain, le vieux mec le met dans un étranglement, et Wang sort un poignard de son rangement pour l'attaquer. Le vieil homme l'arrête, mais Wang téléporte le poignard dans son autre main, le blessant et sortant de l'étranglement. Il frappe ensuite le vieil homme, mais la seule chose qui est blessée est son poing. Le vieil homme fléchit ses muscles, disant à Wang qu'il n'a pas le pouvoir de lutter contre lui. Il perce ensuite un trou dans le sol avec un coup de poing, puis lance un assaut implacable sur Wang. Wang est renversé encore et encore, et quoi qu'il fasse, il ne peut pas endommager son ennemi. Wang lui dit que quoi qu'il arrive, il sauvera Yao, mais le vieil homme lui casse le bras en le traitant de naïf. Il plaque ensuite Wang contre un pilier et le frappe de toutes ses forces, l'assommant. Cependant, alors que Wang est allongé sur le sol, le cube l'informe que les pierres précieuses ont été fusionnées et absorbées, augmentant considérablement ses statistiques. Wang sent l'énergie monter en lui et se lève, disant au vieil homme que l'échauffement est terminé et qu'ils peuvent désormais se battre pour de vrai. Le vieil homme est impressionné par lui et le charge. Mais cette fois, Wang est beaucoup plus rapide et plus fort. Il lance quelques coups rapides au vieil homme, qui ne parvient pas à les esquiver. Mais alors qu'il est sur le point d'en finir, il sent sa peau se fissurer alors que l'énergie s'échappe. Wang panique, se demandant ce qui se passe, et le cube lui dit que le système oblige son corps à expulser les toxines après avoir augmenté de niveau. Wang dit au petit que ce n'était pas le bon moment, mais voyant cela comme une opportunité, le vieil homme décide de le frapper à nouveau. Cependant, Wang est désormais à des lieues au-dessus de lui, et il part facilement son attaque avant de lui infliger un puissant coup de poing. Le vieil homme n'arrive pas à croire qu'il perd si mal, puis Wang le frappe au visage, l'écrasant contre le mur. Avec son prochain coup de poing, il bat complètement le vieil homme et passe à l'étage suivant. Yao et Lao ont regardé tous ces combats, et tandis que Yao est soulagé, Lao est furieux que 3 de ses combattants aient perdu contre personne. Son majordome lui dit de se calmer, car les prochains combattants sont de vrais professionnels, et ils élimineront sûrement Wang. Lao refuse de le croire, mais le majordome lui dit que la fille de l'association d'arts martiaux est venue ici avec un bracelet restrictif au poignet, et qu'une fois qu'elle l'aura retiré, elle constituera un danger pour tout le monde autour d'elle
il devrait donc quitter le bâtiment immédiatement. Pendant ce temps, Wang ressent maintenant tous les dégâts qu'il a subis en combattant le vieil homme. Mais malgré la douleur et la fatigue, il continue d'avancer. Le cube lui dit qu'il n'est pas émotionnellement stable en ce moment et lui demande de se calmer afin qu'il puisse se battre à son apogée. Mais Wang lui dit qu'il ne peut pas rester calme quand Yao est en danger. Il atteint bientôt le dernier étage et une fois qu'il ouvre la porte, il trouve deux artistes martiaux qui l'attendent comme prochains adversaires. La fille nommée Qi accueille joyeusement Wang, et avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, elle sort un thermomètre infrarouge spécial et court vers lui. Wang, confus, lui permet de pointer l'appareil spécial vers son cœur, et celui-ci montre une lecture de 0 pour ses capacités surnaturelles. Qi est surprise de voir que Wang n'est pas un surhumain malgré la défaite de certains adversaires puissants, et son partenaire Stone finit également de l'analyser de son côté. Il dit que Wang n'est pas non plus un pratiquant parce qu'il n'a aucune formation en énergie interne ni en arts martiaux. Stone dit qu'il doit utiliser une technique spéciale comme le raffinement du corps qui lui permet d'augmenter uniquement sa force physique, et Qi est ravie d'entendre cela. Elle commence à exprimer ses émotions devant Wang, pensant qu'elle deviendra plus forte après avoir absorbé son pouvoir, mais il ne comprend même pas de quoi parlent ces deux personnes. Qi se souvient alors soudainement que sa mère l'a mieux élevée que cela, alors elle arrête sa célébration et se présente à Wang. Le crétin lui serre même la main sans se douter de rien, puis Qi le frappe soudainement au visage après lui avoir demandé comment il va. Wang est énervé d'avoir été joué et frappe Qi avec un uppercut. Mais malheureusement pour lui, c'est une masochiste qui aime ça. Elle absorbe l'énergie de Wang du coup de poing et commence à rougir parce que son énergie interne est aussi pure et brute qu'une pierre précieuse fraîchement extraite, et il se rend compte qu'elle est une énorme perverse. Il lâche sa main, mais Chiwi en veut plus et commence soudainement à le frapper. Ses coups ne blessent pas suffisamment Wang, mais il s'énerve et essaie de l'arrêter. Alors elle lui donne un coup de pied de toutes ses forces et lui demande de devenir sérieux. Alors que Qi se dirige vers Wang, son partenaire Stone dit à Wang qu'il n'a aucune chance contre la fille, il devrait donc simplement dire quelques derniers mots et mourir. L'instant suivant, Qi donne un coup de pied à Wang de toute sa puissance, le plaquant contre un pilier. Wang commence à se sentir étourdi après avoir subi tant de dégâts, alors il décide d'arrêter de se retenir et de montrer à Kiwi qu'il croit en la véritable égalité des sexes. Il la frappe de toutes ses forces, mais malheureusement, Kiwi commence à en profiter encore plus. Elle commence à attaquer Wang encore plus férocement, tout en lui disant d'être plus dur avec elle. Wang oblige et commence à la frapper, mais Kiwi n'arrête pas de dire « Plus fort, papa !» et Stone s'inquiète de son état mental. Qi attaque Wang à nouveau et soudain, l'énergie sombre cachée en elle fait surface. Cependant, avant qu'elle puisse utiliser cette énergie pour se battre, Stone l'arrête, lui disant qu'elle ne devrait pas utiliser son pouvoir, mais Qi n'a pas l'intention de l'écouter. Elle continue de marcher vers Wang alors que ses mains se transforment en griffes. Elle déclare qu'elle absorbera le pouvoir de Wang pour devenir plus forte afin qu'elle et Stone puissent se libérer de leur organisation. Elle devient sauvage avec cela et attaque Wang, lui déchirant la peau avec ses griffes acérées, alors que Wang retrouve son équilibre après la première attaque. Qi se jette sur lui par derrière et lèche son sang. Il parvient à la repousser puis invoque un poteau métallique pour lutter contre elle. Mais Qi est devenue plus forte après avoir bu son sang et elle le pousse contre le mur derrière. Wang se rend compte qu'il est désavantagé en ce moment et décide de se concentrer pleinement sur le combat. Mais juste au moment où il se lève, Hugi le charge à nouveau, lui coupant presque la gorge avec ses griffes acérées. Wang attend qu'elle se précipite à nouveau sur lui pour lancer son compteur, mais elle esquive son coup de pied puis saute sur lui par le haut, libérant à nouveau son énergie cachée. Wang esquive d'une manière ou d'une autre son attaque puis essaie de la frapper avec le bâton. Mais Qi est maintenant beaucoup plus rapide. Elle esquive facilement son attaque et se place derrière lui pour aspirer son sang et sa puissance. Alors que Wang la repousse, Kiwi commence à perdre le contrôle d'elle-même alors que son énergie sombre prend la forme d'un loup autour de son corps, et Stone se rend compte qu'elle entre maintenant en territoire dangereux. Il jette une épingle sur son point de pression pour l'assommer, et Wang est consterné parce qu'il vient de voir quelque chose au-delà de ses pensées les plus folles. Alors qu'il continue de regarder ses adversaires, Stone court vers Qi, utilisant l'aiguille pour piquer ses autres points de pression afin d'empêcher son excès d'énergie de nuire à son corps. Wang pense qu'il perdra certainement s'il doit combattre à la fois Qi et Stone, alors il décide de profiter de cette opportunité pour s'échapper. Cependant, Stone le remarque en train de se faufiler et envoie un souffle de vent dans sa direction, le repoussant. Wang est surpris parce qu'il n'a pas vu ce qui l'a frappé, mais Stone n'est pas non plus dans le meilleur état d'esprit, car Qi vient de passer au niveau supérieur et elle a besoin de soins médicaux urgents.
Il décide de terminer le combat rapidement et lance une palle de vent sur Wang, mais le cube l'avertit de sa direction et Wang parvient à l'esquiver. Stone est choqué que Wang ait pu esquiver son attaque invisible, et il devient plus conscient du combat lorsque soudain Kiwi commence à gémir de douleur. Stone abandonne immédiatement le combat alors qu'il cherche à stabiliser son partenaire, puis dit à Wang d'avancer et de sauver sa fille. Wang est surpris par ce changement soudain d'avis et demande à Stone s'il admet sa défaite, lui disant qu'il ferait mieux de ne pas lancer une attaque sournoise dans son dos plus tard. Stone est énervé parce qu'il ne peut pas se battre tant que Chi est dans cet état. Mais il ne peut pas non plus admettre sa défaite, car son organisation ne l'épargnera pas. Wang s'en rend compte aussi, et il décide d'utiliser cette situation pour pousser Stone dans un coin afin qu'il ne revienne pas le chercher. Il dit que puisque Stone n'est pas prêt à admettre sa défaite, leur combat n'est toujours pas terminé. Réalisant qu'il ne peut pas convaincre Wang de partir si facilement, Stone décide de sortir la pièce d'1 million, le symbole de son organisation, et de faire un serment de sang dessus pour ne pas attaquer Wang par derrière. Il dit qu'un serment de sang est la plus grande promesse qu'un pratiquant puisse faire, puis déclare qu'il se transformera en poussière s'il rompt sa trêve avec Wang. Wang enregistre l'intégralité du tour sur son téléphone, puis reçoit la pièce de Stone, disant qu'il fait confiance à un homme aussi intègre. Il décide alors de frotter le gros L sur le visage de Stone, lui disant de bien se comporter la prochaine fois, et l'artiste martial reste calme devant ce connard immature qui le nargue. Wang s'enfuit avec cela et Stone contacte le troisième membre de leur groupe, lui disant qu'ils doivent retourner immédiatement à leur base parce que Chi ne se sent pas bien. La femme lui demande des détails, mais quelqu'un l'attaque par derrière, l'assommant avant même qu'elle ait pu terminer sa phrase. D'un autre côté, Mu Shen, le dernier assassin engagé par Lo, décide de rejoindre la bataille après avoir réalisé que tous les autres ont été vaincus. Lo panique en entendant cela et le confirme auprès de son majordome. Le majordome lui dit que tout le monde a perdu et qu'il devrait quitter le bâtiment maintenant. Lo commence à avoir une crise de panique, pensant que c'est Jin qui a vaincu tous les assassins, mais Mushin ne s'en soucie plus. Pour lui, Wang est un adversaire plus intéressant que Jin et Lo lui en demande la raison. Le majordome l'informe que Stone a conclu une trêve avec Wang, et Lo se retourne en entendant cela. Il dit à Mushin qu'il triplera son paiement s'il traite avec Wang en premier, mais le fier Mushin n'aime pas que les gens essayent d'acheter ses services contre de l'argent. Sa marionnette envoie une attaque volante vers Lo, mais heureusement, le majordome l'arrête et dit au riche connard que les choses sont déjà hors de leur contrôle maintenant. Pendant ce temps, Wang continue sa recherche de Yao, franchissant les portes et pénétrant dans les étages supérieurs pour la retrouver. Il rappelle que le cube avait détecté 7 ennemis dans le bâtiment, il ne devrait donc en rester que 2 désormais. Il est paranoïaque à l'idée de les croiser alors qu'il n'est pas préparé, et même le bruit des rats qui courent suffit à le faire trébucher. Le cube lui indique que l'un des adversaires a soudainement disparu et qu'il n'en reste plus qu'un, et puis soudain, il sent que quelqu'un l'observe. Wang se retourne sous le choc et trouve Mushin et sa marionnette Shan qui l'observent depuis les hauteurs. Le cube indique à Wang que leur niveau de combat combiné est de 7, et il ne peut pas le croire parce que Mushin et sa marionnette semblent être pleins d'aura sombre. Le cube avertit Wang qu'il y a un dispositif très avancé à l'intérieur de la marionnette, mais à part cela, il n'a rien de spécial. Cependant, Mushin dit à Wang de ne pas le sous-estimer simplement parce qu'il a l'air faible. Il libère sa puissance, puis envoie Wang voler avec un coup de pied tournant. Alors que Wang essaie de comprendre ce qui vient de se passer, Mushin se dirige vers lui, transformant son énergie spirituelle en talisman. Il dit qu'ils sont exactement opposés l'un de l'autre car même si Wang s'appuie uniquement sur la force brute, tout ce qu'il possède, ce sont ses techniques. Pendant que Mushin se vante de ses compétences, Wang trouve des bouteilles de bière vides à proximité et les lui lance. Mushin les traverse avec un talisman et utilisant cela comme son opportunité, Wang se précipite sur lui. Cependant, Mushin esquive son attaque et lui donne à nouveau un coup de pied. Wang poursuit son attaque acharnée, mais Mushin est plus habile que lui et parvient à le repousser facilement. Cependant, Wang lui jette de la poussière dans les yeux, l'aveuglant temporairement puis le bombardant avec ses attaques rapides. Mushin survit d'une manière ou d'une autre à la vague d'attaque alors qu'une petite bouteille scintillante tombe de sa chemise. Wang ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle, et Mushin essaye de faire fuir Parker à l'intérieur du bâtiment, mais même cela est inutile. Wang l'occupe avec ses coups de poing et de pied et casse la bouteille de gouttes pour les yeux que Mushin essayait d'utiliser. Cependant, après quelques secondes de retard, Mushin retrouve son rythme et colle un talisman sur la poitrine de Wang avant de le repousser. C'est à son tour de passer à l'offensive maintenant, et il frappe Wang à travers un mur puis envoie sa marionnette après lui.
Wang est surpris par la marionnette qui se déplace aussi vite que le flash et le bombarde ensuite avec une balle d'énergie spirituelle. Wang prend quelques coups de la mitrailleuse spirituelle Gatling, mais il contrôle rapidement la situation en esquivant et en portant les balles. Il se précipite ensuite directement sur la marionnette et la frappe de toutes ses forces, mais alors que toute l'attention de Wang était sur la marionnette, Mushin avait déjà atteint derrière lui. Mushin se jette sur Wang pour donner un coup de poing à Superman, mais Wang est également prêt pour cela. Ils échangent tous les deux des coups, et une fois la poussière retombée, Wang asperge du sang de sa bouche dans un angle de 360 degrés. Mushin rit, confiant qu'il a gagné, mais il remarque ensuite que Wang lui a attrapé les cheveux. Mushin panique et se met à crier comme s'il essayait de libérer ses cheveux auxquels il consacre 2 heures chaque jour. Mais c'est au tour de Wang d'agir comme un pervers maintenant. Mushin essaie de le gifler mais seules ses mains sont blessées, puis Wang lui crache sur la main avant de le frapper complètement. Cependant, sa confiance s'efface bientôt lorsqu'il se rend compte que Mushin était aussi fort qu'un humain normal, et que son coup de poing à pleine puissance a dû lui réserver un aller simple pour le royaume venu. Cependant, Mushin est toujours en vie malgré ses blessures graves et une calvitie à la tête, et il se relève alors qu'un talisman autour de son corps se brise. Wang est stupéfait de voir cela, et Mushin lui dit qu'il ne sera pas vaincu par un seul coup de poing. Il décide de libérer toute sa force avec ses cheveux devenant blancs, et une aura sombre se dégageant de son corps. Wang n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe, alors que Mushin se précipite vers lui à grande vitesse et le bombarde complètement avec ses mouvements. Il place également des talismans sur le corps de Wang, puis le frappe presque hors du bâtiment avant de ramasser sa marionnette et de le bombarder à nouveau avec les balles spirituelles. Wang esquive toutes les balles, puis attrape la marionnette. Mais Mushin l'emmêle avec la ficelle et le fait tourner autour du bâtiment avant de le projeter contre un mur. Wang essaie de se remettre sur pied pour se battre, mais Mushin active son talisman qui rend sa main trop lourde pour même la soulever, puis le bombarde avec un talisman spécial. Mushin est convaincu d'avoir gagné cette fois, mais alors que les flammes s'éteignent, il est consterné lorsqu'il voit que Wang a bloqué son attaque avec une foutue pelle. Mushin décide de tout mettre en œuvre et envoie sa marionnette lancer une attaque désastreuse. Mais Wang est prêt cette fois-ci. Il canalise toute son énergie dans son corps, puis utilise la compétence de téléportation au bon moment pour frapper la marionnette avec la pelle, la détruisant. Mushin n'en croit pas ses yeux, mais Wang attrape ensuite la ficelle qu'il utilisait pour contrôler la marionnette. Mushin pense qu'il peut gagner parce que Wang est freiné par ses talismans qui augmentent son poids, mais il ne pourrait pas se tromper davantage. Wang le tire vers lui et commence ensuite à jouer au paddleball avec lui. Il frappe ensuite Mushin avec toute sa puissance, provoquant la rupture de la corde spirituelle qui les maintient ensemble, et Mushin frappe le mur si fort qu'il revient à sa forme normale et perd connaissance. Les talismans sur la main de Wang disparaissent à la fin du combat, puis il essaye de trébucher vers Yao, mais cela s'avère trop difficile pour lui et il perd presque connaissance. Cependant, il entend soudainement un bip venant de la marionnette, puis Mushin saute soudainement hors du bâtiment en utilisant un talisman pour flotter dans les airs. Il dit à Wang que peu importe qu'il ait gagné parce qu'il finira par mourir de toute façon. Il active la bombe à l'intérieur de la marionnette, disant à Wang de mourir. Mais absolument rien ne se passe parce que Wang a placé la marionnette dans la salle spatiale. Mushin panique alors qu'il essaie de faire exploser la bombe encore et encore. Mais Wang saute hors du bâtiment sur une brouette. Wang saute vers lui pour finir les choses entre eux, mais Mushin lui lance à la place des talismans explosifs. Wang est emporté par les explosions et s'accroche à peine à une grue pour sauver sa vie, puis Mushin utilise ses talismans pour contrôler les débris qui tombent. Il frappe Wang avec eux, puis envoie d'autres talismans de bombes pour le neutraliser, mais Wang utilise l'explosion pour le pousser vers Mushin à toute vitesse. Mushin contre-attaque en désactivant son contrôle sur les pierres et en les faisant tomber sur Wang, puis le frappe avec une autre série d'explosions, lui infligeant de graves dégâts. Wang a l'impression de s'évanouir, mais ensuite il rêve de Yao, et ressent une soudaine explosion d'énergie. Il transforme ses poings brûlants en armes et commence à frapper Mushin alors qu'ils tombent tous les deux au sol. Ils ont touché le sol avec suffisamment de force pour laisser un cratère derrière eux, mais heureusement le cube entraîne Wang à l'intérieur de la salle spatiale afin qu'il ne meure pas du crash. Il est alors immédiatement éjecté de la pièce, brûlé et saignant. Il n'arrête pas de marmonner le nom de Yao dans son sommeil quand la pluie inattendue le réveille soudainement. Il se met immédiatement à la recherche de Yao, mais devant elle, il trouve un tas de vêtements de Mushin au sol alors que celui-ci a complètement disparu. Wang ne se soucie pas de lui et retourne au bâtiment pour retrouver Yao. Il trouve d'abord le petit gangster Huan qui a impliqué Lao dans l'affaire, pleurant et gémissant dans un coin. Wang lui pose furieusement des questions sur Yao et il lui montre une pièce voisine pour lui sauver la vie. Wang est soulagé de voir que Yao n'est pas blessé du tout,
mais lorsqu'il la détache, elle lui dit qu'il y a une bombe sous sa chaise qui explosera si elle se lève. Elle lui dit de se sauver d'abord, mais Wang lui dit qu'il a survécu à de plus grosses bombes aujourd'hui. Il sort la bombe de sous la chaise, mais soudain, Lo verrouille la porte avec eux deux à l'intérieur. Il leur dit que Mushen a enchanté cette pièce pour que personne ne puisse s'en téléporter et rit en attendant que Wang et Yao explosent. Wang reçoit la confirmation du cube qu'il ne peut pas se téléporter, mais le cube lui indique également l'ordre dans lequel il doit couper le fil de la bombe pour qu'elle n'explose pas immédiatement. Wang coupe les fils puis lance la bombe dans la salle spatiale, pensant qu'ils seront désormais en sécurité. Yao le serre dans ses bras, les larmes aux yeux, et Wang lui assure qu'elle est en sécurité maintenant. Cependant, alors que le compte à rebours de la bombe atteint 0 dans la salle spatiale, Wang devient soudainement vide, incapable de bouger du tout son corps. Yao panique alors qu'elle essaie d'obtenir une réponse de sa part, mais Wang met un certain temps à se rendre compte que la bombe a également fait exploser la puissante pierre précieuse à l'intérieur de la marionnette, ce qui a créé un trou dans la pièce spatiale. Il est terriblement blessé maintenant, mais Lo est frustré parce que sa bombe n'a pas fonctionné. Il décide de prendre les choses en main et entre dans la pièce pour tirer sur Yao, mais avant de pouvoir l'achever. Son majordome lui dit que le type appelé Jin est là et qu'il devrait s'échapper. Lo et son majordome s'enfuient alors que Jin atterrit sur le toit, utilisant ses pouvoirs pour simplement traverser le béton. Pendant ce temps, Yao, inconscient, tombe sur Wang, qui se lève, se demandant s'il a suffisamment de temps pour l'emmener à l'hôpital. Soudain, Jin entre dans la pièce, lui disant que les hôpitaux ne peuvent pas la sauver, mais lui le peut. Il téléporte Yao loin de Wang, puis sort du bâtiment. Wang lui dit d'arrêter parce qu'il a promis de protéger Yao, mais Jin dit qu'il ne peut même pas se protéger pour le moment. Il saute ensuite par la fenêtre et alors que Wang trébuche vers la fenêtre, criant le nom de Yao, il a un aperçu de l'expansion du domaine de Jin. Jin lui dit qu'il ne sait rien de Yao ou du monde surhumain, mais il le sait et il va terminer ce qu'il a commencé. Wang est complètement dévasté après avoir perdu Yao et il va veiller à distance sur ses parents en deuil. Il maudit sa faiblesse de ne pas avoir pu sauver sa fille, et maintenant il ne sait plus par où commencer sa recherche. Alors qu'il se noie dans le dégoût de soi et l'incertitude, une voiture s'arrête derrière lui et une femme sort en l'appelant par son nom. Elle demande à Wang de l'accompagner et comme il ne répond pas, elle lui dit qu'elle sait où se trouve Lao. Wang se tourne immédiatement vers elle, lui demandant où se trouve cet endroit et la femme lui dit de l'accompagner s'il veut parler. Elle l'emmène dans un café voisin et commence à boire du café pendant que Wang la regarde froidement. Il lui demande où est Lo et la femme répond qu'elle a quelques questions à lui poser avant de répondre à sa question. Elle lui demande comment il pense que les surhumains, les pratiquants et autres personnes qui sont au-delà du royaume humain restent cachés de la société humaine. Wang répond qu'ils doivent être doués pour se déguiser, mais la femme se moque de sa réponse naïve, lui disant qu'il existe des personnes dévouées qui s'occupent du désordre que font les surhumains. Wang n'est pas intéressé par cela, mais la femme lui dit de faire au moins semblant de s'en soucier parce que c'est elle qui l'a protégé jusqu'à présent, sinon il ne sera pas en vie. Wang prend juste une gorgée de son café, puis sourit en demandant si les 3 personnes derrière leur table, prêtes à lui tirer dessus à tout moment, font également partie de ses services de protection. Les 3 hommes sont surpris en réalisant que leur couverture a été dévoilée, et même la femme est choquée. Elle essaie de saisir son arme, et en même temps, ses 3 laquais se préparent également à pointer leurs armes sur Wang. Cependant, il reste calme et leur dit que s'ils ne déclenchent pas de bagarre, ils peuvent poursuivre leur conversation paisiblement. La femme prend ses paroles au sérieux et dit à ses laquais de reculer, tandis que Wang utilise son super sens pour lire son nom et son titre sur sa carte. Il apprend que la femme s'appelle Mu et qu'elle travaille en tant que chef du groupe de travail du bureau de gestion des surhumains. Wang lui dit qu'il pense qu'elle le couvre de l'ombre, mais il veut savoir quel est son but. Mu lui dit avec confiance que puisqu'elle l'aide, il devrait simplement lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Wang demande si elle veut qu'il devienne un mercenaire pour le bureau, tout comme ses laquais, mais ajoute ensuite que tous ces laquais sont si faibles qu'ils sont en dessous du rang C, ils ne devraient donc pas être regroupés avec des perdants comme eux. L'un des hommes dit à Mu que Wang est au moins un surhumain de rang B, ce qui est au-dessus de leur échelle salariale, mais elle s'en fiche. Elle dit à Wang que s'il veut des informations sur Lo, il doit effectuer 3 missions pour elle. Wang répond qu'il ne fera qu'une seule mission, et qu'il a également besoin d'informations sur Jin. Mu accepte la condition sans négociation, choquant Wang. Alors qu'il reçoit les détails du concert, Mu lui dit que cela ne lui prendra qu'une journée et qu'il y a également un paiement décent pour ses services. Cependant, Wang lui demande comment peut-il lui faire confiance, et Mu se montre offensé. Elle dit à Wang qu'ils ont eu une conversation agréable en ce moment et cela devrait être une preuve suffisante qu'elle est de son côté.
Elle quitte le café avec ça et Wang se demande s'il peut vraiment lui faire confiance. Cependant, il sait qu'elle est sa seule piste pour obtenir des informations sur Yao et il prévoit de l'utiliser pour pénétrer dans le bureau de gestion surhumain afin d'obtenir les informations qu'il souhaite. Pendant ce temps, Mu est dans sa voiture, attendant au contrôle routier, lorsque son chauffeur lui demande pourquoi elle a conclu un accord avec un homme dangereux comme Wang, car ce n'est pas la politique de leur entreprise. Mu répond que les gros profits comportent de gros risques. Elle est trop ambitieuse pour rester coincée dans son travail et elle prétend que Wang est son ticket pour être promu aux échelons supérieurs du bureau. Elle pense qu'il a un grand potentiel et qu'ils ont juste besoin de l'utiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. Cependant, elle ne sait pas que Wang a placé son cube sur sa voiture, et il écoute tout ce qu'elle dit. Il n'est même pas contrarié que Mu essaie de le manipuler parce qu'il pense qu'elle est une garce à vide, et c'est facile de contrôler les gens comme ça. Pendant ce temps, le chauffeur demande à Mu si elle va vraiment dire l'emplacement de Lao à Wang, et elle lui dit qu'elle lui donnera simplement des informations de niveau D parce qu'il est un idiot qui ne se rendra pas compte qu'il a été victime d'une arnaque. Wang devient furieux en entendant cela et décide de montrer à Mu qui est le vrai imbécile plus tard. Le lendemain, Wang se rend dans un lieu partagé par Mu pour son évaluation avant de pouvoir partir en mission. Il trouve un manoir chic au milieu de la forêt où de nombreux autres combattants sont arrivés pour être évalués. Wang se demande quel est le problème avec eux lorsqu'un homme prend un micro et commence l'évaluation. Il leur dit qu'ils sont tous rassemblés ici pour être sélectionnés comme gardes du corps de leurs clients. Il déclare que les gardes du corps doivent être conscients, réactifs et forts pour accomplir pleinement leurs tâches. C'est pourquoi ils seront testés sur ces critères. He opens the door that leads all the participants to an in-house casino. Everyone gets 5 chips and the host tells them that they are free to play any game they want with those chips. To qualify for the next round, they need to gather 10 chips, but fighting or stealing from others is forbidden. Les participants décident immédiatement de jouer à des jeux de cartes, pensant que les machines ici seront truquées, mais ils perdent également aux jeux de cartes. Un gars commence à donner une conférence à Wang de nulle part, mais il n'est pas intéressé à recevoir des conseils non sollicités, alors il cherche un jeu pour lui-même. Il trouve une femme qui joue au jeu classique, trouve la pièce sous les gobelets et décide de s'y essayer, mais le gars au hasard d'avant le suit là-bas. Il dit à Wang qu'il est impoli de s'enfuir quand quelqu'un essaie d'être ami avec lui. Mais Wang a réalisé que l'homme essayait simplement de l'arnaquer. L'homme se sent coincé lorsque ses astuces ne fonctionnent pas, alors il défie Wang dans un jeu. Wang relève volontiers le défi et mise tous ses jetons, et l'homme fait de même. Le maître du jeu place la pièce sous l'une des tasses, puis commence à les mélanger comme un fou. L'escroc parie sur la coupe gauche, mais Wang utilise son super sens pour découvrir que la femme cache la pièce dans sa main droite. Il lui dit de montrer sa main droite, mais la femme est très habile et elle met rapidement la pièce dans sa main gauche avant de le faire. Wang fait pression sur elle pour qu'elle montre ses deux mains, et la femme lui dit qu'il avait raison et qu'elle avait la pièce depuis le début. Elle déclare qu'il a gagné et doublé ses jetons, mais les autres participants ne comprennent pas ce qui se passe. L'escroc pense que le maître du jeu avait 2 pièces, et qu'elle en a mis une dans une tasse, puis a ouvert une porte secrète pour la faire tomber à l'intérieur de la table. Il commence à inspecter la table pour trouver le compartiment secret, mais la femme lui dit que la table n'est pas truquée et qu'elle n'avait qu'une seule pièce tout le temps. Elle lui dit qu'il a perdu ses jetons, et tandis que Wang s'en va d'un air suffisant avec sa récompense, l'escroc devient furieux. Après quelques heures et quelques séries de tests supplémentaires, 5 participants sont présélectionnés pour la mission, et Wang est évidemment l'un d'entre eux. Une fois que tous les gardes du corps sont assis, le manager les félicite d'avoir réussi le test et appelle leur client, Monsieur Pio, un gros gars avec des dents de lapin qui entre dans la pièce avec confiance. Il dit à tout le monde qu'ils devraient être honorés car ils ont mérité la chance de devenir ses gardes du corps pour la fête de ce soir. Il leur dit de bien faire leur travail, car s'il est impressionné par leurs efforts, il augmentera la récompense. Sur ce, il dit à son manager de s'occuper du reste et sort lentement de la pièce. Le gérant dit alors à tout le monde que Payo a déjà transféré le montant de l'avance de 3000 000 de yuan sur leur compte bancaire et qu'une fois la mission terminée, il leur remettra le reste du paiement. Wang saute de son siège en entendant cela et demande au gérant de confirmer à nouveau le montant de l'avance. Le directeur répète qu'il s'agit de 3000 000 de yuan et que son agent Mu l'a déjà reçu. Wang se rend compte qu'il a été victime d'une arnaque pire qu'il n'aurait pu l'imaginer parce que Mu lui a dit qu'il n'obtiendrait que 50 000 $ pour ce travail. Il le maudit pour ça. Mais le manager l'ignore complètement et dit à tout le monde de se préparer car la fête commence dans environ 6 heures. Peu de temps après, tous les gardes du corps sont emmenés à destination, tandis que les assistants partagent des informations avec eux. La fille qui conduit Wang lui dit que l'objectif principal de leur patron est de participer à une vente aux enchères qui aura lieu lors de la fête et qu'il veut mettre la main sur un masque d'aspect ancien.
Wang continue de lire le dossier pendant qu'elle parle, puis il voit soudain quelque chose qui suscite son intérêt. Il montre à la femme une photo d'un étrange cube de cristal, et elle lui dit qu'il s'appelle l'essence d'obsidienne et que c'est l'un des points forts de la vente aux enchères. Ce nom rappelle à Wang que lorsqu'il était sur le point de perdre connaissance à cause de l'explosion du passé, le cube lui avait murmuré le nom d'obsidienne. Il est certain que ce cube de cristal est l'obsidienne à laquelle le cube faisait référence, et maintenant il est plus intéressé que jamais par la vente aux enchères. Soudain, Wang ressent une vive douleur à la tête, mais il dit aux assistants que ce n'est rien. Il commence à faire semblant de relire le fichier, tout en pensant que même s'il a été arnaqué par Mu, il y a beaucoup de choses dont il a désespérément besoin à cette fête. Bientôt, la voiture atteint sa destination et Wang, avec les autres gardes du corps, entre dans un immense manoir. Il trouve des gens riches, en train de boire et de discuter entre eux, mais l'endroit tout entier semble terriblement sombre et sombre pour une fête. Suddenly, the lights get turned on, and the party's host tells everyone that it is time to start the fun. He doesn't waste any time and immediately starts with their first event, calling it a fun little game. He presses a button and the floor suddenly opens up, revealing a gigantic crocodile at the bottom. Certains invités paniquent en voyant cela, mais l'hôte leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car leur sécurité est sa priorité absolue. Il se dirige vers l'ouverture dans le sol et se place juste au-dessus, disant à tout le monde que c'est de l'herbe par balle et que même si le crocodile pouvait sauter aussi haut, il ne pourrait pas les atteindre. Les invités sont soulagés, mais un jeune homme arrogant dit à l'hôte qu'il accélère le rythme de la fête et qu'il aurait dû commencer par quelque chose de plus petit. L'hôte lui dit que cette fête va être plus éclairée que n'importe quelle fête que Didi pourrait jamais organiser, donc ils ne se retiendront pas du tout. Il explique ensuite les règles du jeu à tout le monde. Il montre la cloche dorée autour du cou du crocodile, disant qu'ils doivent la faire gagner. Cependant, ils ne peuvent utiliser que des armes de mêlée pour ce faire, et à moins qu'un participant ne reçoive la cloche, il ne peut pas quitter la cage. Wang panique en entendant cela et se rend compte qu'il n'est pas là en tant que garde du corps, mais en gladiateur pour divertir quelques riches connards. Cependant, l'hôte offre une généreuse récompense sous la forme d'une tonne de briques d'or à quiconque remporte la première partie. Un gars aime la récompense et se porte volontaire pour entrer le premier, armé uniquement d'une lance et d'un bouclier. Il se dirige silencieusement vers le crocodile, puis, au dernier moment, il se met à crier comme un idiot et charge dessus. Le crocodile le voit et réagit instantanément, le mordant et le dévorant vivant. Alors que le gars hurle de douleur, les riches salopards se moquent de lui pour sa confiance en lui alors qu'il était si faible. Cependant, Wang sait que l'homme n'était pas du tout faible et qu'il y a plutôt quelque chose qui ne va pas avec le crocodile. L'animateur le confirme en affirmant que ce crocodile n'est pas un animal ordinaire, mais une créature génétiquement modifiée qu'ils ont créée dans leur laboratoire. Il se vante de sa vitesse et de sa force supérieure, puis augmente la récompense pour attirer le reste des participants. Cette fois, personne n'ose se porter volontaire, mais le riche con dit à son garde du corps d'aller le faire. Le garde du corps obéit à ses ordres sans poser de questions et entre dans la cage du crocodile en portant autant de lances qu'il peut. Wang soupire, se demandant pourquoi les gens ici sont si stupides et avides qu'ils ne peuvent même pas voir que personne ne peut battre le crocodile. Un autre garde du corps lui demande s'il n'a pas lu le contrat avant de le signer, car il stipule clairement que si personne ne se porte volontaire, quelqu'un sera choisi au hasard pour participer au jeu. Wang panique en entendant cela et trouve cela injuste, mais le gars lui demande ensuite s'il pense qu'un travail sûr lui rapportera 3000 000 de yuans pour une seule journée. En entendant cela, Wang a le cœur serré car il ne reçoit que 50 000 yuans, mais tout à coup, il remarque quelqu'un debout sur le balcon. L'homme semble terriblement fort et hostile sans raison, et les collègues de Wang lui disent d'arrêter de le regarder parce que l'homme fait partie du comité Rudra qui veille à l'ordre lors de fêtes comme celle-ci. Wang fait ce qu'on lui dit et se tourne pour regarder la scène dans la cage, où le garde du corps du riche connard a poignardé le crocodile avec plusieurs lances. Il utilise sa vitesse et les hauteurs pour avancer, se déplaçant rapidement hors de portée du crocodile et l'attaquant à nouveau. Cependant, Wang peut dire que le crocodile n'a subi aucun dommage réel et que peu importe à quel point l'homme est confiant, il va perdre. À ce moment-là, l'homme dans la cage saute sur le crocodile d'en haut dans le but de lui porter un coup final, mais le crocodile l'écrase avec sa queue, le transformant en pâte de viande d'un seul coup. Tous les invités frémissent d'horreur en voyant cela, et le riche con tente soudain de se fondre dans le décor. L'hôte est cependant ravi du résultat et il augmente encore la récompense avant de faire appel à des volontaires. Soudain, la fille de l'équipe de Wang murmure quelque chose à l'oreille de Pyong et il déclare que si quelqu'un parvient à vaincre le crocodile, il doublera la récompense que l'hôte offre de sa propre poche. Beaucoup de combattants sont excités en entendant cela et un gars demande la permission à son maître d'aller se battre.
Le maître le lui permet, mais le gars avec la 4e coiffure de Kuljojo de l'équipe de Wang intervient également. Voyant qu'il y a désormais 2 volontaires, l'animateur déclare que seul le dernier homme debout pourra affronter le crocodile. Wang se demande de quoi il s'agit, et la jeune fille lui dit que les 2 volontaires se battront jusqu'à la mort et que seul celui qui survivra pourra combattre le crocodile. Wang appelle cela un jeu stupide car même le vainqueur n'aura aucune force pour affronter le crocodile après un combat, mais d'autres lui disent qu'il sous-estime le poison doré de son coéquipier. Alors que les 2 combattants marchent sur le plafond de verre, le patron du deuxième lui promet une promotion et des vacances s'il gagne. Il est si heureux en entendant cela qu'il se retourne, et à ce moment précis, un poison doré lui mord l'épaule et aspire toute sa force vitale, l'utilisant pour augmenter temporairement sa force. L'homme tombe au sol comme une enveloppe ratatinée, et l'hôte permet au poison doré de combattre ensuite le crocodile. Le poison doré entre en toute confiance dans la cage sans prendre aucune arme. L'hôte lui demande s'il est sûr qu'il ira bien à main nue, et il répond que puisque le crocodile n'est pas armé, ce ne serait pas juste s'il recevait une aide supplémentaire. Il marche calmement vers la bête et les plus vifs sentent que quelque chose est étrange. Seul Wang remarque du poison doré frottant doucement ses doigts et libérant une fine poussière d'or dans l'air. He doesn't understand the reason behind it either, and just watches as Gold Poison waits for the croc to make the first move. The beast charges at him, aiming to kill him in one strike, but Gold Poison just jumps over it and sits on its head. He then bows down and gently kisses the croc's head, and everyone gets confused about what he is doing. Le crocodile se calme également, mais le poison doré surgit, et en même temps, la tête du crocodile géant est projetée dans les airs. Le sang éclabousse partout, et la cloche dorée tombe juste à côté des pieds de Gold Poison. Tout le monde reste sans voix et Wang se rend compte que Gold Poison est aussi rapide que les combattants de niveau B et que ses techniques sont également assez mystérieuses. Pendant ce temps, Gold Poison ramasse la cloche et sort avec confiance, la remettant à l'hôte qui est déçu que le crocodile ait été tué si facilement, mais il le félicite d'être leur premier champion de la soirée. L'hôte lui demande s'il souhaite recevoir la récompense tout de suite, mais il répond qu'il souhaite qu'elle lui soit livrée en secret plus tard car il souhaite faire profil bas. Pyong est ravi qu'un de ses gars ait remporté le premier match et il lui porte un toast. Les autres salopards riches ne sont pas vraiment contents de cela et le connard demande à l'hôte si c'est le meilleur qu'il est. L'animateur répond que la fête ne fait que commencer et qu'il y a encore plus à venir. Pendant ce temps, le cadavre du crocodile est nettoyé de la cage et les préparatifs pour amener une nouvelle bête commencent. Le connard dit qu'il n'y a rien que les vétérans comme lui n'aient déjà vu, mais l'animateur lui dit qu'il a tort à ce sujet. Alors que la bête suivante commence à remonter à la surface, Wang a immédiatement des frissons dans le dos. Il se rend compte que c'est quelque chose de dangereux et d'anormal, et l'animateur commence immédiatement à le décrire. Il déclare que son entreprise a combiné la nature sauvage des chats avec la force des ours pour créer un chasseur ultime. La bête apparaît ainsi, et l'animateur la présente fièrement comme Tao Wu, le chef-d'œuvre de leur entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regardez ensuite la vidéo sur votre écran.